Les définitions, effectivement, on va parler du retard de croissance intra-utérin essentiellement, en sachant donc que effectivement, ça peut être un poids qui a l'air normal. Et en fait, les arguments pour le retard de croissance intra-utérin, ce sera donc l'infléchissement ou un arrêt de la croissance ou des anomalies du bien-être fœtal qu'on verra sur l'échographie ou le Doppler. Les étiologies donc maternelles, fœtales et placentaires, il ne faut pas oublier pour le placenta, il faut se rappeler qu'il faut regarder son insertion et l'insertion du cordon, c'est très important parce qu'on n'a pas toujours le réflexe de le faire, il faut que ça le devienne. Pour les causes infectieuses et chromosomiques, c'est essentiellement pour des infectieuses de CMV, la rubéole, mais tant que la vaccination par la rubéole pour l'antirubéolaire entre en Algérie, il y aura peut-être moins de problèmes parce que ça reste un vrai problème chez nous, beaucoup plus que le CMV. Et ensuite, pour ce qui est, il faut savoir que tout ce qui est infectieux peut avoir un impact sur le fœtus, certes, mais aussi sur le placenta. C'est pour ça qu'il peut être en plus responsable d'une insuffisance nutritionnelle. Et pour les causes chromosomiques, clairement, on va aller probablement de plus en plus vers la croix lorsque il n'y a pas de signal échographique vraiment très clairement démontrant une aneuploïdie ou bien qu'on reconnaît bien. Alors, justement, les retards vasculaires, c'est sur ça qu'on va axer cette question, après avoir éliminé par une échographie morphologique bien faite, après avoir éliminé une erreur de datation en regardant effectivement le dossier de la patiente et les échographies du premier trimestre. On sait que donc, les retards vasculaires sont dus à une dysfonction placentaire et cette dysfonction placentaire a un impact sur la nutrition du fœtus, mais aussi sur aussi bien l'insuffisance placentaire a un impact à la fois nutritionnel et respiratoire sur le fœtus. On voit bien sur ce diagramme-là qui a été développé par Densworth, où il montre bien que les besoins nutritionnels du fœtus suivent vraiment une courbe logarithmique en ce qui concerne la nutrition, les aliments nutritionnels. Et par contre, la courbe donc, de développement qui montre les besoins respiratoires, elle a plutôt un aspect exponentiel et ça permet d'expliquer en fait le fait que plus cette insuffisance placentaire va être précoce, plus on verra donc une croissance qui sera impactée, mais beaucoup moins pour l'hypoxie. Et on a donc des enfants dans ce cas-là qui sont beaucoup plus résistants par rapport à l'hypoxie justement. Et en fait, tout notre travail, ce serait d'essayer de prédire qui va faire un retard de croissance intra-utérin ou pas, ce qui est très difficile. Mais ça aurait un intérêt sur l'impact préventif quand on sait quand on arrive à démontrer qu'il y a une insuffisance placentaire, soit sur des antécédents donc de pathologie vasculaire placentaire ou une maladie de système chez la mère, ou en fait c'est bien connu, toutes les pathologies qui peuvent donner cette insuffisance vasculaire placentaire, on sait très bien qu'il y a un rôle du traitement par l'aspirine dès le premier trimestre qui a vraiment démontré ses effets. Et quoi qu'il en soit, si cette prédiction, si on pouvait réussir à dire, voilà, ce fœtus va faire un retard de croissance intra-utérin, ça va permettre d'adapter la surveillance maternelle-fœtale. Cette prédiction, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, on a remarqué que chez les enfants, dans les grossesses où il y a eu les marqueurs sériques du premier trimestre, quand ça rentre dans la surveillance qui ne se fait pas chez nous. Donc, de la recherche des anomalies du karyotype, notamment la trisomie 21, etc. On a remarqué que lorsque il n'y avait pas, alors qu'on a des marqueurs sériques qui sont
anormaux, ils sont anormalement bas. On a remarqué que, alors qu'il n'y a pas d'anomalie du phénotype, on avait par la suite le développement d'un retard de croissance intra-utérin et bien sûr aussi d'une éclampsie. Donc ça peut être mais est-ce qu'on peut le faire en dépistage de masse? Non, c'est plutôt dans les populations à risque que c'est intéressant. Donc, lorsqu'on a une histoire maternelle, familiale, en fonction des antécédents obstétricaux, notamment de retard de croissance, d'origine vasculaire, de prééclampsie ou d'accident vasculaire placentaire, mais aussi sur l'histoire, comment se déroule cette grossesse, est-ce qu'il y a des signes d'appel, et ça va nous permettre donc de faire du dépistage. Il y a Nicolaides, dans le site de la FMF, il y a un nouvel algorithme qui est sorti, qui nous permet de voir justement ce qu'on peut faire de la prédiction du retard de croissance intra-utérin, et il prend en compte, excusez-moi, j'ai du mal, j'ai 30 minutes, qui prend en compte donc les caractéristiques maternelles, les antécédents obstétricaux, et au premier trimestre, la longueur sphalo-caudale. Et en cliquant, donc, on peut avoir une estimation effectivement du risque de retard de croissance intra-utérin. Ça semble très intéressant. Il y a plusieurs études qui ont montré que, toujours dans la prédiction, est-ce qu'en faisant, ça c'était plutôt dans le travail de la prééclampsie, etc., est-ce qu'il y avait un impact de la mesure des Doppler des artères utérines au premier trimestre dans la prédiction donc, du retard de croissance intra-utérin? Donc, il y a eu des travaux qui nous ont donné l'idée de travailler donc, sur une étude prospective sur 180 grossesses, 186 grossesses, et on a vu que effectivement, qu'au premier trimestre, pour un index de pulsatité moyen, on va revenir tout à l'heure sur les indices, etc., des Doppler utérins, entre autres, on a remarqué qu'il y avait quand même une valeur prédictive négative, c'est surtout ça qui est intéressant, de 98%. Et lorsque, en plus, il n'y a pas d'incisure protodiastolique, la valeur prédictive négative devient encore plus intéressante puisqu'elle atteint 100%. Et lorsque c'est le cas, lorsqu'il y a un index de pulsatilité moyen qui est inférieur à 1,65, eh bien, on avait un risque relatif de 28%, de survenue d'un retard de croissance. Donc, ça, c'est au premier trimestre. On a vu qu'au deuxième trimestre, la valeur prédictive positive devenait plus puissante. Au troisième trimestre, encore plus. Bien. En fait, quel serait l'intérêt de cette prédiction? On ne sait pas. En fait, il n'y a pas vraiment de traitement pour éviter un retard de croissance intra-utérin en dehors d'une maladie vasculaire placentaire qu'on peut prédire et pour lesquelles le traitement par l'aspirine a démontré son apport. En tout cas, ça va permettre d'adapter le suivi. C'est des patientes qu'il faudra probablement orienter pour un suivi avec des consultations peut-être au-delà des consultations recommandées et de surveillance un peu plus close. Et tout ça, ça va nous permettre d'évaluer la vitalité fœtale et les possibilités de poursuite de la grossesse dans des conditions de sécurité pour la mère et le fœtus. Et enfin, de déterminer le moment le plus pertinent pour le faire naître. Donc, ça, c'était si on pouvait faire de la prédiction. En fait, tout repose sur le dépistage. Et ce dépistage, donc, il est clinique, c'est sur l'anamnèse de tous les éléments qu'on a déjà vus, mais également l'examen physique, et ça, c'est à chaque consultation, l'examen clinique. Il ne faut pas oublier de faire la pression artérielle, la hauteur utérine, qu'il faut prendre comme cela, et bien sûr, ne pas oublier les bandelettes urinaires à la recherche d'une protéine URI dans un contexte de prééclampsie. Quelles explorations on pourrait faire? Bon, alors les marqueurs sériques du premier trimestre, ce qu'on a remarqué, donc il y a un signe d'appel avec la PAPA et le PLGF qui sont anormalement bas et qui peuvent, donc, en dehors d'une dyschromosomie, qui doivent faire soulever la possibilité de l'installation d'un retard de croissance à venir.
Et il faut revenir sur l'écho du premier trimestre, donc vérifier la datation, vérifier qu'il n'y avait pas d'anomalie d'épaisseur nucale. Si on a évalué le placenta, surtout dans un contexte de population à risque, ça peut servir. L'échographie du deuxième trimestre, on sait qu'on doit, enfin, si on reste sur les recommandations, donc il y a une échographie à chaque trimestre, et l'échographie du deuxième trimestre, la place aussi du Doppler des artères utérines est intéressante, surtout ne pas oublier de regarder le cordon, son insertion par rapport à une insertion réglementeuse. Et bien sûr, tout repose sur l'écho de croissance, c'est donc la courbe de croissance avec des biométries bien prises. On appréciera le liquide amniotique, on appréciera donc la vitalité fétale donc, par le score biophysique. Ça va nous permettre à l'échographie de T2, à l'échographie de T3 qu'on fera en moyenne en 30 et 32 semaines, qui seront donc des signes très importants pour un appel peut-être à rapprocher ou à augmenter les visites et les contrôles. La petite hauteur utérine, ça peut être dû à un retard de croissance intra-utérin, ça peut être dû à un oligomyose qui, lui, rentre dans un contexte de retard de croissance intra-utérin, mais ça peut être tout simplement un enfant petit pour son âge, petit, constitutionnellement petit. Là, il faut regarder la famille. La cinétique de croissance fœtale par le suivi biométrique est très important. C'est la clé, en fait, de toute notre surveillance et de diagnostic de retard de croissance intra-utérin. Reposera sur les mesures donc, du 8 pariétal, du PC, du périmètre abdominal, en sachant qu'on peut en parler de retard de croissance intra-utérin alors que les autres mesures sont bonnes, mais que le périmètre abdominal est en dessous du P10. Et actuellement, nous travaillons donc nous estimons le poids fœtal par la formule de Hadlock et nous reportons l'estimation du poids fœtal sur les courbes du CFEF et ensuite on l'évalue par rapport donc dans la place et par rapport au percentile. Bien sûr, on apprécie le bien-être fœtal sur le liquide amniotique, le tonus vasculaire, les mouvements respiratoires, les mouvements actifs que d'ailleurs cliniquement la maman peut nous rapporter. Et le RCF va nous aider, mais c'est surtout les données du Doppler fœtal, les Dopplers fœtaux qui vont nous permettre d'apprécier son bien-être. Bon, alors, si on devait regarder les courbes de croissance, justement, sur une anomalie de courbe de croissance, comme dans ce cas-là, on voit que la courbe de croissance est en dessous, effectivement, du P10, du P10. Et là, c'est une croissance qui continue. Et en fait, le liquide amniotique est normal. Bon, là, la question va se poser quand il n'y a pas d'échographie précoce. Hein. La croissance, on voit qu'elle est conservée. Alors, on fait donc les Dopplers pour apprécier le bien-être fœtal. Le Doppler ombilical est normal. Les Dopplers utérins sont normaux. Donc, on va éliminer une pathologie vasculaire placentaire, une maladie lumineuse placentaire. Et donc, on est là, ce type de courbe nous évoque et nous met dans la situation enfin, de nous faire retenir une erreur de terme. Un autre type de courbe, on a là une échographie précoce, par contre, elle est disponible, le liquide amniotique est normal, et la croissance reste conservée avec des Dopplers qui sont normaux. On est dans la situation d'un enfant qui est constitutionnellement petit. L'autre situation, c'est lorsqu'on a une écho précoce, avec, comme vous l'a dit Georges, parfois on peut avoir déjà un retard de croissance sur la LCC dans les dyschromosomies. Là, on est on examine le liquide, tout est bien, mais là, tous les paramètres sont touchés, c'est très précoce. Et les Dopplers sont normaux, les Dopplers ombilicales et le Doppler cérébral peuvent être anormaux. Et là, on va plutôt évoquer une cause chromosomique ou infectieuse. Dans ce cas-là, on est dans une courbe où on a un fœtus qui est on a une écho précoce, on note un oligomyose et on note une cassure de la courbe qui prédomine sur l'abdomen
Et avec si on regarde les Doppler utériens pathologiques, on est sûr d'être dans un retard de croissance d'origine vasculaire. Alors, pourquoi j'ai mis cette courbe? C'était pour justement mettre l'accent sur le fait que plus ce retard vasculaire, cette insuffisance placentaire s'installera tôt, et ça peut être le cas des retards de croissance intra-utérin vasculaire. Hein. On ne verra pas trop l'hypoxie, les Doppler vasculaires, ce ne seront pas tout de suite pathologiques, ça portera plutôt, et ça c'est vraiment par rapport à l'évolution de placenta, les potentiels du placenta dans la fonction donc, nutritionnelle et respiratoire. Et justement, on verra que les fœtus qui ont un retard de croissance qui est plus tardif, on verra tout de suite alors qu'ils ont un poids qui était encore peut-être pas trop bas, pas trop abaissé, pas trop cassé. On verra par contre tout de suite plus vite s'installer une hypoxie dans ce cas-là, et c'est expliqué par ça. En fait, la réponse, pardon, j'ai un problème avec... Alors, comment, dans ce retard de croissance intravasculaire qu'on a diagnostiqué, il faut apprécier l'évolution et évaluer l'état fœtal, parce que les réponses circulatoires fœtales à l'insuffisance placentaire, c'est en fait ça qui va constituer le moyen de le surveiller, et c'est ça qui nous permet donc, par le Doppler, de voir comment il évolue. Donc, alors, si on peut m'aider, j'ai un problème avec... j'ai un truc qui est en plein dans mon écran, là, en plein milieu de mon écran, et je n'arrive pas à le bouger. Ah, ça y est. On voit très bien. On voit bien la présentation. D'accord, c'est bon. Okay. Alors, quand on regarde justement ce qui se passe, donc au moment où il va se déterminer l'hypoxie, va s'installer une hypoxie, et par rapport au temps d'évolution de cette insuffisance vasculaire placentaire, va s'installer d'abord une hypoxie. Si ça continue, là on sera dans l'acidose. On voit bien que quand il est en hypoxie, le fœtus va redistribuer son flux cardiaque. Et si ça continue, lorsqu'on sera dans le déclin de la fonction cardiaque, c'est là où on va commencer l'acidose, et ensuite, si ça continue, on aura une insuffisance ventriculaire, et à ce moment-là, si on ne fait rien, le décès fœtal va survenir. Là, c'est une situation où le fœtus essaie de réagir et a un débit coronarien qui est accru. Ça se manifeste comment sur le plan échographique et sur le plan clinique? C'est qu'on va avoir un déclin du volume du liquide amniotique lorsque l'hypoxie commence à vraiment s'installer, diminution de l'activité fœtale qui sera de plus en plus nette, et lorsque le fœtus commencera à être en acidose, on aura une perte de la variabilité au niveau du RCF et des décélérations tardives avant la mort. Et ça se traduira tout ça au niveau des Doppler par, lorsqu'une hypoxie commence, on a une artère ombilicale qui va commencer à être anormale, on va avoir soit une diastole basse, soit absente ou même en reverse flow. Un peu plus loin, si on ne fait rien par rapport au déclin de la fonction, à la redistribution du flux cardiaque qui est dû qu'oblige l'hypoxie, on va avoir un abaissement des résistances cérébrales, c'est-à-dire qu'il va y avoir un brain sparing effect, une vasodilatation cérébrale pour améliorer l'oxygénation du cerveau. Si ça continue et qu'on n'a aucune action pour ce fœtus de sauvetage, ou parce qu'il est trop compromis, les résistances cérébrales ne pourront plus être abaissées. Il va y avoir une reprise de la résistance cérébrale qui est un très mauvais signe dans le degré de souffrance et d'hypoxie.
au moment où il y a une acidose, donc on a un retentissement sur le Doppler veineux. On verra que le ductus venosus perd son nombre A, ou bien on peut avoir carrément un reverse flow. Encore plus loin, avec une acidose encore plus sévère, on aura des pulsations au niveau de la veine ombilicale. Et tout ça justifie justement les sites de mesure. L'artère ombilicale, l'artère cérébrale moyenne, le ductus, l'artère utérine. Et on peut évaluer donc ces Dopplers, cette expression d'une souffrance fœtale qui s'installe, soit visuellement par l'aspect des courbes, soit en calculant des index. Pour le Doppler des artères utérines, qui est un Doppler qu'on fait qui nous sert plutôt comme dans le diagnostic étiologique d'un retard de croissance intra-utérin. Excusez-moi. Donc, on peut le faire dans le cadre du dépistage du premier trimestre dans une population à risque. Il n'a pas été démontré que c'était très intéressant dans une population non à risque, je dis même pas à bas risque, dans une population non. C'est intéressant dans la population à risque. Et on va voir quoi? On va voir si, et cela on peut le voir déjà très très tôt dans le process, si on a l'artère utérine qui est une artère à forte résistance, si on a une artère utérine qui perd cette résistance vasculaire, justement, on verra que la diastole s'élève et surtout, il y aura une perte de l'incisure protodiastolique qui est physiologique normalement. Il y a une résistance et une incisure protodiastolique en dehors de la grossesse dans une artère utérine lorsque la vascularisation placentaire se fait bien parce qu'il y a une invasion trophoblastique qui se fait correctement. Très tôt, donc, l'artère utérine perd sa résistance et perd son incisure protodiastolique. Par contre, lorsque cette vascularisation ne s'installe pas correctement parce qu'il y a donc des facteurs immunologiques qui en empêchent, en fait, on sait que c'est un déséquilibre entre entre les agents angiogéniques et les agents anti-angiogéniques, qui sont d'ailleurs bien appréciés par la mesure de la PLF, du placenta growth factor et du PAPA. Donc, si on voit que la résistance vasculaire utérine persiste, et surtout si l'incisure protodiastolique persiste, on voit bien qu'il y a des degrés de gravité. À ce moment-là, on a une prédiction, on a vu tout à l'heure pour le retard de croissance intra-utérin, ou en tout cas une étiologie au retard de croissance intra-utérin qui est là. Le Doppler des artères ombilicales, lui, c'est le versant fœtal, pour vraiment apprécier le bien-être fœtal. Alors, quand l'artère ombilicale est mesurée et qu'elle présente un aspect avec une large diastole, on est rassuré, comme dans ce cas-là. Par contre, lorsqu'on voit que la diastole s'abaisse, ça veut dire qu'il y a une résistance au niveau donc, de la circulation en aval, et surtout s'il y a un reverse flow, ça ce sont des signes d'hypoxie qui s'installent et qui deviennent de plus en plus sévères. Alors déjà, vous voyez que l'aspect visuel, en tout cas pour la diastole nue et le reverse flow, par contre, lorsqu'il y a une résistance qui s'abaisse, on a besoin absolument de mesurer avec les index, soit l'index de résistance, soit l'index de pulsatilité. Dans nos machines, on a tous sont intégrées ces possibilités de mesure et il faut prendre donc il faut avoir au moins 4 à 6 spectres identiques et on peut en mesurer 1, 2, 3 ensuite. Ça n'a pas d'importance. Il faut bien sûr bien régler sa machine. Lorsque l'hypoxie a continué à se détériorer, à s'installer et que le bien-être fœtal se détériore, donc on voit que pour mieux apprécier ça, on verra si effectivement il y a une redistribution cérébrale. On verra donc sur le Doppler cérébral. Le Doppler cérébral qui normalement est les artères cérébrales sont des vaisseaux à haute résistance. Et lorsqu'on voit qu'il y a une nécessité d'une redistribution, on voit que
l'aspect de la courbe-chance et on a une diastole qui s'élève. En fait, ça prend l'aspect du tracé d'une artère ombilicale. Quand on a une résistance ombilicale nulle ou un reverse flow, on n'a pas besoin de mesurer l'index cérébroplacentaire, mais quand on a une résistance ombilicale qui diminue, le moyen d'apprécier justement s'il y a un problème qu'on ne voit pas de façon visuelle, c'est intéressant de mesurer l'index cérébroplacentaire. Quand on mesure l'index cérébroplacentaire de cette courbe-là, il y a des courbes pour l'index de pulsatilité, il y a des courbes pour l'index de résistance. Là, c'est la courbe des index de résistance ombilicale, cérébrale sur ombilicale, et on doit normalement avoir un index cérébroplacentaire supérieur à 1. Et le fait qu'il soit inférieur à 1 est synonyme d'une redistribution cérébrale des flux, et donc en privilégiant la circulation cérébrale, ça veut dire qu'il y a une adaptation parce qu'il y a une hypoxie cérébrale qui pourrait s'installer ici. Un peu plus sévèrement, lorsque l'atteinte de l'hypoxie a évolué et que le cœur commence à montrer une atteinte, donc une souffrance coronarienne, on a donc, ça peut être apprécié par les dopplers veineux, surtout par le doppler de ductus venosus, qui normalement peut être apprécié visuellement. Et quand on l'apprécie visuellement, ce qui nous importe surtout, c'est cet aspect de l'onde A, qui normalement est toujours au-dessus de la ligne de base. Plus elle s'approchera de la ligne de base pour atteindre 0, ou si plus gravement, lorsqu'elle la dépasse, ça signe une hypoxie encore plus sévère. Et en fait, il y a une gradation dans le temps et on voit bien que, enfin, surtout sur ce que j'avais montré tout à l'heure, on voit que plus ça sera dégradé, plus on se rapproche du risque de décès. Et plus loin, lorsqu'on a vraiment faillite cardiaque, on peut avoir, alors que le doppler de l'artère ombilique, de la veine ombilicale est un tracé rectiligne, on peut avoir un doppler un aspect de pulsation, et là, ça signe vraiment une sévérité de l'hypoxie et de l'acidose, et donc nous oblige à intervenir. Après avoir mis tout ça un peu en place, comment on va prendre en charge un retard de croissance SGA? Alors, est-ce qu'on se pose la question qu'on reçoit la patiente pour la première fois, ou bien on a fait tout ça, on a eu toute sa courbe de croissance? Donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les biométries sont normales? Donc, on est dans un enfant qui est petit pour la gestationnelle. Est-ce que c'est un retard de croissance intra-utérin? D'abord, on revient, donc on revérifie le terme, on revérifie les mesures, parce qu'il faut vraiment obéir à une manière de mesurer, pouvoir utiliser les courbes qui ont été faites pour pouvoir conclure. Et à ce moment-là, on va pouvoir savoir s'il y a des degrés de sévérité dans ce retard de croissance intra-utérin. Alors, s'il y a des critères de sévérité, c'est lesquels? C'est lorsque la maman montre des signes de prééclampsie ou de symptomatologie vasculaire placentaire avec un risque pour elle, ou lorsque on a un doppler ombilical nul. À ce moment-là, oui, il faut agir immédiatement. Bon, bien sûr, ça sera fonction de plusieurs éléments, donc du poids fœtal, de la gestationnelle, du poids fœtal, donc la cinétique de croissance, on peut voir qu'on a vu qu'elle était compromise. Des dopplers, lorsqu'on a un doppler ombilical perturbé, un doppler cérébral perturbé et un doppler veineux perturbé, on est donc dans un contexte d'hypoxie de plus en plus sévère, voire d'acidose. On peut faire un RCF et s'il est encore avec une variabilité qui existe, mais qu'on a un âge gestationnel au-delà de 32 semaines, bon, il faudra agir immédiatement et faire naître ce bébé. Bien. Maintenant, quand on est dans une situation où on est dans un âge gestationnel beaucoup plus bas, ça dépend donc des possibilités de prise en charge de chaque centre. On ne va pas s'empresser de sortir chez nous un bébé de 26 semaines.
on tiendra quand même compte de l'histoire de la patiente. Il nous arrive de faire des prouesses par rapport à un bébé très très petit en dessous de 28 semaines parce qu'on est dans un contexte de perte totale à répétition, sans enfant vivant. Enfin, en fait, c'est vraiment au cas par cas. Et bien sûr, après avoir tout expliqué aux parents, et donc on tient compte du désir parental pour savoir si on va extraire ou si on doit temporiser ou si on doit abandonner. Bien sûr, l'état maternel, on l'avait mis en avant. Et si par contre les critères de sévérité immédiate, il n'y a pas de critères de sévérité immédiat, on va un peu plus tranquillement compléter notre bilan clinique, vérifier les sérologies, vérifier l'échographie, les échographies qui ont été faites et s'il y a eu des marqueurs sériques du premier trimestre, s'il y a une nuque au premier trimestre, on va essayer de refaire un peu le tri pour bien retenir qu'il s'agit d'un retard vasculaire. À ce moment-là, s'il s'agit d'un retard d'origine de cause vasculaire, les arguments, c'est que le plus souvent, c'est une révélation, il est de révélation tardive, il n'y a pas d'anomalie morphologique, le liquide amniotique est diminué, il y a des anomalies Doppler, il y a une insertion anormale du cordon, peut-être si on l'a vu, et il y a des symptômes vasculaires maternels. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'éléments en faveur d'une cause vasculaire, on va discuter les prélèvements invasifs et ça, on reverra avec Georges. Alors, quand on est dans une situation, en prenant les recommandations donc, du Collège français de gynécologie obstétrique, qui sont de 2013, je ne pense pas qu'elles aient été actualisées à ce jour, ou modifiées à ce jour. Alors, avec eux, lorsque le poids est estimé en dessous de 500 grammes, ou un âge gestationnel en dessous de 24 semaines, en fait, on essaye d'accompagner le couple, on peut proposer une surveillance, il faut surveiller par contre l'état maternel parce que c'est dans un contexte pathologie vasculaire placentaire, c'est elle qui prime toutes les semaines et on va tranquillement peut-être les accompagner jusqu'à ce que la perte fœtale s'installe et à ce moment-là, on délivre. S'il y a une diastole ombilicale normale, tant qu'il y a une diastole ombilicale normale, lorsque mesurée par Doppler, on va continuer donc à surveiller la croissance tous les 15 jours. Il faut une échographie tous les 15 jours pour bien voir qu'il y a une croissance parce que les mesures que nous faisons de façon... c'est inhérent à la mesure en fait. Il y a toujours une marge d'erreur par rapport à la mesure. Et pour qu'on dépasse la marge d'erreur due à la mesure, il faut qu'on ait 15 jours de délai entre deux échographies. Donc, à ce moment-là, si on fait une échographie tous les 15 jours après, et on surveille les Doppler ombilicales à chaque fois. Si l'ombilical reste positif, mais commence à se réduire, commence à montrer une résistance, que le Doppler cérébral reste normal, on va continuer donc à surveiller le Doppler ombilical, le Doppler cérébral, et on réalisera un RCF une fois par semaine. Par contre, s'il y a une vasodilatation cérébrale, on fera un Doppler ombilical, une surveillance par les RCF une fois ou plus par semaine. Donc, en fait, on adaptera chaque fois. En fait, chaque résultat nous fera changer la conduite et peut-être rapprocher des examens. Lorsqu'on est dans une situation au-delà de 32 semaines, et là, on est avec une situation où le Doppler ombilical montre qu'il y a un reverse flow, une grande résistance, on propose une hospitalisation, on propose une corticothérapie de maturation et lorsqu'on est à un âge gestationnel inférieur à 33 semaines, on propose également une perfusion de sulfate de magnésium juste avant ou pendant la naissance parce que ça protège le cerveau. Lorsqu'on, au cours de l'hospitalisation, s'il n'y a pas d'urgence à extraire,
On va proposer donc un RCF quotidien et on fera des Dopplers veineux de façon plusieurs fois dans la semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. En fait, chaque examen nous dicte la fréquence des examens à venir. Parallèlement, on fera un RCF, donc 2 à 3 fois par semaine. Et si il est normal et que le ductus veineux, que le Doppler de la rangus du ductus veineux, c'est normal, on peut continuer à surveiller et essayer de gagner du temps parce qu'on sait que chaque fois qu'on gagne un peu de temps in utero, on améliore le pronostic néonatal. Si le tracé n'est pas est non oscillant avec des décélérations répétées ou si l'onde A est nulle ou inverse, là, il faut extraire le fœtus. Il faut arrêter la grossesse en tout cas. Toujours avec, donc dans le système de la FMF, il y a une proposition donc décisionnelle par rapport à comment manager un retard de croissance intra-utérin. Il propose donc plusieurs paramètres, notamment est-ce qu'il y a une prééclampsie, comment sont les Dopplers, tous les Dopplers, comment est l'index cérébralo-placentaire, comment est le liquide amniotique, comment est le RCF, et comment est le profil biophysique. Et en fonction de ce qui est noté, il donne un score et il propose une conduite à tenir. Ça peut être une grande aide. Quoi qu'il en soit, les éléments qui auditionnent le pronostic néonatal, finalement, c'est à la naissance, en fait, quand on aura tout fait, qu'est-ce qui vraiment conditionne son pronostic, c'est l'âge à laquelle on l'a fait naître, bien sûr le lieu de naissance. C'est pour ça que quand il y a un souci, il faut absolument transférer in utero avant 34 semaines. Si on a eu le temps de mettre une corticothérapie, si on a eu le temps de mettre une sulfate de magnésium avant 33 semaines, et bien sûr le degré d'asphyxie in utero. Voilà, c'est ça qui va nous dire comment va être ce bébé. Voilà pour cette communication.